Au sommaire de cette édition, l'Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma doit rembourser plus d'1 million d'euros d'argent public après une nouvelle condamnation, une poursuite qui illustre la persistance de lutte contre la corruption sur le continent. Le Cameroun, lui, vit des airs d'incertitude politique entre manifestations, tensions et attentes fébriles des résultats officiels de l'élection présidentielle. La date prévue est le lundi 27 octobre. Les détails à suivre dans cette édition. Bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Ouvrons cette édition par cette information. La justice sud-africaine donne 60 jours à l'ancien président Jacob Zuma pour rembourser un peu plus d'1 million d'euros. L'ex-chef de l'État figure de la corruption et de la capture d'État en Afrique du Sud, forcé de quitter le pouvoir en 2018 et cette fois-ci reconnu coupable d'avoir utilisé de l'argent public pour ses propres frais juridiques. Pour la première fois, la justice d'Afrique du Sud vient de poser un ultimatum à l'ancien président Jacob Zuma. L'ex-chef de l'État reconnu coupable d'avoir utilisé de l'argent public pour ses propres frais juridiques a 2 mois pour rembourser un peu plus d'1 million d'euros. Cette affaire n'est pas nouvelle. La justice planche depuis plusieurs années sur ce cas d'argent public utilisé pour des affaires judiciaires privées. En 2021, devant la cour d'appel, les avocats de Jacob Zuma avait joué sur la notion de responsabilité, affirmant que l'ancien président sud-africain n'était pas responsable personnellement. Mais la justice n'est pas de cet avis. La haute cour de Pretoria déclare que Jacob Zuma est bien coupable, responsable d'avoir utilisé de l'argent de l'État en toute illégalité pour des frais juridiques qui concernent ses affaires de corruption personnelle. Jacob Zuma dispose désormais de 60 jours pour rembourser la somme demandée, sans quoi sa pension d'ancien président pourrait par exemple être gelée. L'ancien président a réagi à cette décision, mais il reste très flou. Une réunion est prévue avec mes avocats pour discuter de la suite à donner à cette affaire. Nous avons pris rendez-vous avec eux pour faire avancer ce dossier, a-t-il déclaré. Mardi 21, mercredi 22 octobre 2025, de représentants de la République démocratique du Congo, du Rwanda, mais aussi des États-Unis, du Qatar et de la Commission de l'Union africaine se sont réunis à Washington à l'occasion de la 3e rencontre du mécanisme conjoint de la coordination de la sécurité, le GSM, destiné à faire avancer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier entre la RDC et le Rwanda. Les discussions avancent mais peinent à se refléter sur le terrain. Des représentants de la République démocratique du Congo, du Rwanda, des États-Unis, du Qatar et de la Commission de l'Union africaine étaient réunis ce mardi et mercredi 22 octobre à Washington, aux États-Unis, pour la 3e rencontre du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Une réunion destinée à faire avancer l'application de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda en juin dernier. Après une première phase consacrée à l'analyse des menaces et au partage d'informations, les délégués réunis affirment que ces 2 jours de discussion ont permis de coordonner des actions spécifiques. Leur objectif, disent-ils, est de créer les conditions pour neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda et de lever les mesures défensives du Rwanda. Mais à ce stade, il est encore difficile de savoir quand commenceront ces opérations contraignantes contre les FDLR. C'est un travail technique. Pas besoin d'attendre des discussions spectaculaires de ce genre de réunions. Les discussions vont continuer, à confier à RFI un diplomate impliqué dans les négociations. Une nouvelle évaluation est prévue les 19 et 20 novembre. En attendant, les forces armées de la République démocratique du Congo disent poursuivre leur action de sensibilisation pour encourager les FDLR à la reddition. De son côté, l'AFC M23 accuse toujours l'armée congolaise de collaborer avec ses rebelles rwandais. En clair, les discussions avancent à Washington et à Doha. Mais sur le terrain, les attaques, elles, continuent. Alors que le Cameroun attend toujours la proclamation des résultats de l'élection présidentielle annoncée pour le lundi 27 octobre, dans l'effervescence et les incertitudes et des protestations ont marqué certaines régions, notamment
au nord où de nouvelles manifestations ont été enregistrées. Relativement épargnée jusqu'ici, la ville de Ngaoundéré, la capitale régionale de l'Adamawa, a connu ses premières échauffourées. Plusieurs centaines de manifestants pour Issa Chiroma Bakary y ont investi les rues, chantant à la gloire du candidat du FCNC. Des témoins rapportent qu'ils ont essayé de prendre d'assaut le Lamida de la ville, le siège de l'autorité traditionnelle, sans finalement y parvenir dans la région du Nord. Les villes de Guider et Kaélélé ont aussi connu des manifestations. Là aussi, les partisans de Issa Chiroma Bakary ont bruyamment revendiqué sa victoire. Avec l'entrée en scène Ngaoundéré, les trois régions septentrionales, l'Adamawa, le Nord, l'extrême Nord, sont celles où les manifestations pro-Chiroma sont les plus intensives et quasi quotidiennes. À côté de ces revendications, de nombreux appels au calme et à la retenue sont lancés dans les médias par les autorités, les chefs religieux et divers leaders d'opinion. Dans les grandes villes, en l'occurrence Yaoundé et Douala, beaucoup ont fait le choix de renforcer les provisions pour leur famille. Les centres commerciaux et les marchés connaissent une affluence plus importante. Divers établissements scolaires ont fait également le choix de fermer momentanément les portes, au moins jusqu'au lundi prochain, jour annoncé pour la proclamation des résultats définitifs de cette élection présidentielle. Le préfet de Bilma et 4 de ses collaborateurs enlevés il y a maintenant 16 mois sont libres. L'information a été confirmée par des sources militaires et sécuritaires nigériennes. Le commandant Amadou Torda et sa délégation avaient été enlevés en juin 2024 à Dirkou, dans le nord-est du pays, par un groupe se présentant comme le Front patriotique pour la justice, un mouvement rebelle hostile au régime militaire. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir le préfet de Bilma, le commandant Amadou Torda et ses 4 collaborateurs, tous habillés en civil, déclinant à tour de rôle leur identité. Tout semble être en bonne santé. Selon plusieurs sources militaires et sécuritaires, ils se trouveraient dans la ville de Gatron, dans le sud-ouest libyen, à plus de 300 km de la frontière avec le Niger. En l'absence de toute annonce officielle, les spéculations vont bon train. Y a-t-il eu négociation? Se sont-ils évadés? Pour rappel, les 5 militaires ont été enlevés alors qu'ils revenaient d'une mission à Dirkou, une ville garnison non loin de la frontière libyenne. Ils étaient tombés dans une embuscade, revendiquée quelques jours plus tard par le Front patriotique pour la justice, un groupe créé au lendemain du coup d'État dont est issu le régime militaire en place et qui lutte pour la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. Celui-ci est toujours détenu dans l'enceinte du palais présidentiel à Niamey depuis plus de 2 ans. Pour finir, un pas extrêmement prudent, après plusieurs heures de négociations, les dirigeants de l'Union européenne ont demandé jeudi 23 octobre à la Commission d'explorer les moyens de financer l'Ukraine sur les 2 années à venir, laissant la porte ouverte à la mise en place d'un prêt qui s'appuierait sur les avoirs russes gelés. Cette proposition à minima a été arrachée après plusieurs heures de négociations et sera à l'ordre du jour du prochain sommet européen en décembre, repoussant de facto les arbitrages les plus difficiles. Elle est délibérément formulée en termes vagues par rapport à la version qui circulait à Bruxelles il y a quelques jours afin de prendre en compte les fortes réserves de la Belgique où se trouve l'essentiel de ses avoirs russes en Europe. Le Premier ministre belge Bart de Wever accuse la Commission de vouloir tuer la poule aux œufs d'or car les intérêts de ces avoirs permettent de payer le prêt du G7 à l'Ukraine. Nous ne pouvons pas utiliser le mot confisquer, mais on pourrait peut-être parler d'une sorte de confiscation. Est-ce possible? Est-ce impossible? La question reste floue. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, cela ne s'est pas produit. L'argent immobilisé est intouchable. C'est comme une ambassade. On n'y touche pas. On ne l'utilise pas. C'est donc une première. Nous sommes en terrain inconnu. Moscou nous a dit que si nous touchions à cet argent, nous en subirions les conséquences jusqu'à la fin des temps, ce qui paraît bien long. Outre les dommages pour la réputation de la place financière européenne, la Belgique craint des mesures de rétorsion russe. Elle exige des garanties juridiques en béton et une solidarité contraignante des 26 autres pays de l'Union européenne. Car si elle devait rembourser les avoirs russes, ce serait l'équivalent du budget annuel de l'État fédéral.
C'est avec cet élément que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.